Donc je vais vous demander... Ce que je vous demanderais, c'est de parler plus fort parce que... D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom, me dire où vous êtes né et votre date de naissance, et puis, si vous voulez bien, commencer à raconter votre enfance. Eh bien, je m'appelle Fegelson, Raphaël. Je suis né en 1926. J'ai passé mon enfance dans le 5e arrondissement de Paris. Mes parents étaient originaires de Lituanie et sont installés en France, à Paris, dans le 5e, 5e, 13e, au début du siècle dernier. Pourquoi étaient-ils partis de Lituanie? Est-ce que vous en Bah racontez? parce que la France, c'était, comment dirais-je, la lumière du monde. Non pas qu'ils étaient malheureux, mais ils allaient vers le progrès, la civilisation, la culture. Et quelle était la profession de votre père et de votre mère? Ben, ma grand-mère était largement aisée, mais mon père avait des idées révolutionnaires. Et il ne voulait pas faire d'études, il a fait de l'apprentissage, et il était mécanicien ajusteur, mais vraiment spécialiste. Quant à ma mère, elle est venue à Paris et elle a ouvert un magasin de machines à coudre. Vos parents s'étaient rencontrés À Paris. à Paris. À Paris. Et vous avez des frères et sœurs? Non. Ma mère a eu du mal à m'avoir, elle a fait plusieurs fausses couches avant. Quand je suis né, elle avait 46 ans, je crois. D'accord. Et dans quelle atmosphère familiale vous avez grandi? Oh, un véritable cocon, c'était... il n'y avait aucun problème. Tout se passait bien, et puis on a eu des échos, enfin, dans les années 30, des événements qui se préparaient. Donc votre père, vu qu'il avait les idées qu'il avait, était très sensibilisé à... Oui, mais sans être adhérent à un parti. Mon père, avant la guerre de 14, avait connu Lénine, Trotsky, mais comme ça, sympathie de copains. Et il suivait attentivement les événements, et quand Hitler a pris le pouvoir et qu'il y a eu les mesures, enfin, vraiment répressives, j'ai vu défiler dans notre magasin des réfugiés d'Allemagne, et on savait exactement ce qui se passait. Enfin, il fallait vraiment se voiler la face pour ne pas voir ce qui se passait en Allemagne. Donc tout petit, on parlait politique chez vous. C'était Oui, mais c'était pas de la politique idéologique, c'était de la générosité, de la solidarité. C'était un idéal démocratique, la France des droits de l'homme, qu'il fallait respecter. D'accord. Et quelle éducation religieuse vous avez reçue? Bon, j'ai fait ma bar mitzvah comme tout le monde, et puis c'est tout. Comme beaucoup de juifs venant de l'Est, ils avaient cessé d'être pratiquants en France, et tout en restant traditionnalistes, en faisant les fêtes. De ce côté-là, on ne se posait pas de questions. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir senti une montée d'antisémitisme dans les années 30, avant la guerre jusque... Personnellement, non. Chez nous, non. Dans le 5e, il y avait un antisémitisme, mais c'était la désignation du juif plus qu'une volonté de nuire. D'accord. Les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un juif. C'est un juif. Donc, pas plus que ça, en fait. Non, on n'avait pas. Il y avait quand même dans le 5e un grand nombre de juifs immigrés d'une façon plus récente. Des tailleurs, des cordonniers, des petites gens. Et ils ont tous disparu pendant l'occupation. On en voyait beaucoup parce que le magasin de mes parents était
une machine à coudre, et les tailleurs, etc., les cordonniers venaient se fournir en aiguille ou faire leurs réparations. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de la déclaration de guerre? Est-ce que vous en rappelez, de septembre 39? Vous êtes adolescent. Oui. Quand il y a eu la déclaration de guerre, Paris a été évacué des femmes et des enfants. Avec ma mère, on a été envoyé en Normandie. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que on est tombé chez une institutrice catholique et ma mère lui a dit « Nous, on ne mange pas de jambon ni de lapin ». Bon, ça a été la seule différence et on ne va pas à la messe. Qui a surpris la bonne femme. Bon, parce que vous avez dit « Ah bon, c'est tout, il n'y a pas eu de problème ». Puis ça a duré, je ne sais pas, 15 jours ou 3 semaines. Et comme il n'y avait pas de gros bombardements comme à Varsovie, on est rentré à Paris. Le chemin de Lustiger a été à peu près le même. Il est parti, lui, son frère et sa mère, mais du côté d'Orléans. Et puis la mère est rentrée toute seule, en laissant son fils dans une famille. Et la famille catholique l'emmenait à la messe. Comme c'était un garçon brillant, le curé s'est intéressé à lui, puis les autorités catholiques, et puis ils lui ont mis la main dessus. Au grand désespoir de ses parents, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de demander à Lustiger, en lui disant que j'ai rien compris à... Merde, quel est le mot? À sa conversion. Il a dit, je me suis jamais expliqué là-dessus. Parce que la question que je lui ai posée, je lui ai dit, Aaron Lustiger, comment vous faites pour dire le Kaddish pour votre mère? C'est ce qu'il dit, le Kaddish. Ben, il me dit, je me débrouille. Ben, je lui ai dit, vous savez que vous ne pouvez pas dire vous pouvez pas avoir de minyan pour dire le Kaddish si vous n'allez pas d'abord au mikveh. Enfin, je lui ai dit d'aller prendre la main. Mais il l'a bien pris, hein. Il est très brillant, mais c'est pas un mystère sa conversion, mais je crois qu'elle montre aussi les rapports qu'il peut y avoir entre les juifs et les chrétiens. Bon, c'est un autre problème, ouais, ça. On va revenir plutôt à On votre va enfance, revenir s'il vous plaît. à nos oies. D'accord, donc vous restez pas très longtemps en Normandie, vous revenez sur Paris. Voilà. Et donc vous continuez à aller à l'école. Non, moi je continue. Mon père a été réquisitionné parce qu'il n'avait plus l'âge d'être mobilisé, mais comme c'était un ouvrier spécialiste, il a été réquisitionné dans une usine, un atelier qui travaillait pour la défense nationale. D'accord. Et au moment donc quand Vichy se met en place, il met en place le statut des Juifs, est-ce que vos parents sont allés se déclarer Comment? Oui, on a eu de grosses discussions. Dans la première chose qu'il y a... il y a eu l'exode, ça a été 1000 fois raconté. Première chose qui a frappé mon père, ça a été l'ordonnance allemande du 27 septembre 40, je me souviens, impliquant la déclaration des Juifs. Et je me souviens de la date parce que le 27 septembre, c'est aussi la date de l'émancipation des Juifs en 1791. Ça a d'ailleurs toujours posé un problème, les Juifs. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est de 89. Elle s'appliquait à tous ceux qui vivaient en France, sauf aux Juifs et aux comédiens. Et bon, cette déclaration, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, a priori, il n'y a aucune raison pour qu'on aille se déclarer, on ne peut pas. Et puis, il faut... toute logique, si on ne se déclare pas, il faut plonger dans la clandestinité. C'est pas si facile que ça. On n'est pas prêt. Et puis, c'est se couper des Juifs. Alors qu'il faut essayer de faire quelque chose. Il avait déjà commencé, hein. De faire quelque chose devant une situation qui n'allait pas cesser de s'aggraver.
Alors ça a été les débuts de la résistance. Il avait fait un tract qu'on écrivait à la main. On appelait ça la lettre de Monsieur Paul. Examinant la situation et mettant en garde. Mais au début, c'était pas évident. Parce que tout ce qu'on savait, c'est qu'on n'avait pas le droit de dire ce qu'on voulait. Mais en fait, on ne savait pas ce qu'on avait à dire. On n'avait rien de réel. L'ordonnance allemande a été un premier avertissement. Puis après, il y a eu le statut des Juifs. Et là, devant le statut des Juifs, les réactions ont été très mitigées. Apparemment, la population française s'en est pas tellement émue, hein, sauf des cas individuels. Moi, j'ai vu ça avec les milieux pas des étudiants, des lycéens catholiques qui n'étaient pas d'accord avec le statut des Juifs, qui trouvaient que c'était honteux, mais qui se limitaient à une réprobation morale. Notamment dans le 5e, un gars qui était un peu plus âgé que moi, on s'était croisés quasiment sans se rencontrer, parce qu'il était aussi du Boulevard Saint-Marcel, parce qu'on avait été dans la même école, mais à des moments différents, et son engagement ne dépassait pas la réprobation morale. C'était très généreux, mais il ne pouvait pas se rendre compte. Il est exemplaire de ces milieux, se rendre compte de l'implication, de la façon dont ça allait se développer. Bon, ensuite, notamment pour le 11 novembre 40, où ça n'a pas été facile de mobiliser surtout les lycéens plus que les étudiants, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire. C'est les plus jeunes. Moi, j'étais à Lavoisier à l'époque. Plus qu'une marche à l'étoile, ça a été un remue-ménage sur les Champs-Élysées. Là aussi, on conservé un souvenir assez vague. Moi, je vois les motos avec les sidecars qui nous rentraient dedans. Mais ce 11 novembre 40, si sur le plan pratique n'a pas eu beaucoup d'effet, sur le plan international, ça a été énorme. Ça a été la première réaction populaire, entre guillemets, même s'il n'y avait pas eu grand monde, à l'occupation et surtout à l'occupant. Donc vos parents décident de ne pas se déclarer alors on ne s'est pas déclaré. Vous êtes pas déclaré. Si, on s'est déclaré. Vous êtes déclaré. Bien sûr, on s'est déclaré. D'accord. Et comment se passe la suite? Vous rentrez, votre père déjà s'engage dans la résistance? Dès 40, il a eu des contacts alors sur deux terrains différents, les Juifs organisés, mais avec une perspective plus lointaine, les préparer à se défendre. Il était persuadé que ça irait jusqu'au massacre, que ce ne serait pas une persécution comme les autres, ni un pogrom, mais quelque chose de généralisé. Et puis sur le plan national, enfin sur le plan français, pour chasser les envahisseurs. Donc il avait le fait d'avoir reçu, avant la guerre, tous ces gens qui venaient de l'Est, ça lui avait... Enfin, il avait la prémonition que... Il était au courant, et puis enfin, quand on suit l'actualité, les événements, il faut tout suivre. Il y en a comme aujourd'hui, par exemple, les événements qui nous entourent, il y a des informations parfois mensongères, mais parfois vraies, mais tronquées, et qui ne sont pas complètes. On ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe et ce qui peut se passer. Et quand l'analyse est erronée, l'action qu'on peut mener, elle est inadaptée, et puis elle conduit, on ne sait pas trop où. C'est très difficile. Pour ça qu'il faut se garder de juger les gens qui n'ont pas toujours fait au bon moment ce qu'il fallait faire. Et donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'action de votre père à ce moment-là? Oui, alors ça a été la propagande, des contacts,
Alors en fait, je ne savais pas trop grand-chose parce que j'étais pas au courant, je faisais des liaisons. D'un côté, je m'occupais des jeunes pour essayer de les regrouper, de les mobiliser, de faire quelque chose. Et puis des liaisons pour mon père. Alors c'était du quotidien, c'était pas, on n'avait pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Hein. Fallait. Et puis en 42, oui, c'est printemps 42, je ne sais plus quelle date, le magasin servait de dépôt à des éléments d'un poste émetteur. Bon, je ne sais plus quel réseau. Hein. Enfin, peut-être j'avais su d'ailleurs. Et le gars qui l'a apporté a dû être suivi ou je ne sais pas trop quoi. Un moment après, les feldgendarmes sur les motos ont déboulé sur le boulevard Saint-Marcel. Ils sont rentrés dans le magasin, ils ont commencé à regarder et ils ont trouvé le poste émetteur et arrêté mon père. Bon, ça a été, il a été condamné. Il a juré les grands dieux qu'il n'était pas au courant, qu'on lui avait déposé. Effectivement, le gars était venu, puis il avait déposé le truc, et puis... Et à 3 ans de prison pour détention de matériel radio. Et puis il y a eu, à la centrale de Clairvaux, d'une erreur, il y avait écrit « condamné à 3 de prison ». Alors... il y avait des braves types, il n'y avait pas que des salauds. Hein. Il y a un gars de la direction qui a convoqué mon père en lui disant voilà, j'ai un petit problème, c'est pas marqué année ou mois, si tu le sais, il disait 3 mois. Bon, il est donc libéré, et ils sont pas mouillés parce que quand sur le certificat de sortie, non, comment ça s'appelle? Quand un type sort de prison, on lui donne un papier. Levé d'écrou, je ne sais plus. Il y avait écrit « condamné à 3 de prison ». Ah oui, ils avaient remis la même... Et en lui disant de ne pas prendre le train à Clairvaux, parce que la police arrêtait tous ceux qui sortaient de la centrale. D'accord. Se débrouiller pour aller à Dijon. Il est rentré à la maison et comme il y avait une vague surveillance policière, il y avait un commissariat juste à côté, hein, rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Un inspecteur me fait comprendre que je devrais partir parce que il me dit ton père est bien en prison. Je lui dis bien oui, pourquoi? Oh, il me dit comme ça, il dit, le commissaire est embêté parce qu'il est obligé de te surveiller, tu comprends. Ta mère on s'en fiche, hein. Et si tu disparais, ce serait mieux pour tout le monde. Alors le lendemain, je suis parti en zone sud, en catastrophe. Vous saviez où vous alliez ou non? J'avais des contacts à Lyon. Et puis quand je suis arrivé à Lyon, mes contacts, ils étaient foutus. Des gars avaient été arrêtés. Alors je suis parti à Toulouse. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Il a fallu que je redémarre à zéro. Parce que je n'avais pas de contact. Alors, toujours avec cette même voie double, la résistance nationale française et la résistance juive, qui se rencontraient, mais qui avaient 2 objectifs différents. La résistance, en général... avait pas mal de difficultés à s'organiser et à agir, et ne pouvait pas s'occuper spécialement des Juifs. Puis ça regardait d'abord les Juifs. J'avais trouvé... Alors je suis rentré comme pensionnaire aujourd'hui c'est un collège, mais à l'époque c'était une école primaire supérieure. Parce que je ne pouvais pas rentrer au lycée, je ne sais plus pourquoi, mais il y avait eu un problème de sécurité. Je suis rentré... école primaire supérieure Berthelot, où j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire, et j'avais trouvé au Puce un bouquin de Marat, des textes de Marat. Alors ça m'a donné une idée.
j'ai fait des petits journaux que j'ai appelés l'Ami du peuple, mais les actions contre Vichy et les Allemands, mais dans le style Révolution française. Et puis ça a commencé à marcher, à se développer. J'ai eu des contacts. Et sur le plan juif, j'ai... Enfin, le hasard... je crois pas au hasard, mais ça devait être comme ça, m'a fait avoir des contacts avec des jeunes, enfin, des jeunesses communistes juives qui se enfin, qui n'étaient pas de Toulouse, mais qui tournaient en France pour essayer d'organiser quelque chose et pour créer l'Union de la jeunesse juive. Alors, bon, j'ai été d'accord, mais il fallait d'abord recruter, organiser, et puis ça a bien fonctionné. Et en même temps, organiser les mouvements de résistance de la jeunesse. Alors il y avait des organisations qui étaient les groupes de jeunes des grandes organisations de résistance. Et puis, j'en fabriquais, moi. Les mêmes gars agissaient dans le cadre de différentes organisations, ce qui multipliait l'écho que ça pouvait avoir. Quelles étaient vos actions, par exemple? Les actions on commençait par... Première chose, la propagande, l'information plutôt. Et puis, bon, comme à Paris, ce qu'on faisait en 1941, démolir les poteaux indicateurs allemands ou les mettre dans le mauvais sens, ce qui est un truc classique. Il y a un truc qu'on aimait bien faire, c'était foutre une petite bombette devant la porte de la gendarmerie place Saint-Michel à Toulouse. Et ça fichait une merde, ça, épouvantable. Il fallait harceler, créer un climat d'insécurité et harceler. Alors, très vite, notre action, elle a été remarquée par les plus âgés. J'ai constitué des groupes de combat au sein de l'UJJ qui dépendaient de la MOI. Alors c'est très compliqué parce que ces organisations juives communisantes, elles n'étaient plus communistes, mais communisantes, parce qu'elles ont groupé des gens qui n'avaient rien à voir avec les idées communistes, mais qui se tournaient vers ceux qui combattaient. Ne dépendaient pas du Parti communiste français, mais du Comintern. Alors il y avait des actions parallèles qui se contredisaient, qui se rencontraient. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire là? J'ai oublié. Tu vous parlez de... Oui. Nos groupes de combat, pas seulement ceux de l'UJJ, mais des autres groupements, étaient liés au FTP. Et à Toulouse, c'était la 35e brigade qui avait été organisée par Marcel Langer, qui était un ancien combattant d'Espagne, un juif, et qui m'avait nommé commissaire aux effectifs pour la jeunesse. Alors, commissaire aux effectifs, dans toutes ces organisations communistes, ils avaient supprimé les commissaires politiques et ils les appelaient commissaires aux effectifs. Et il y a un flottement, il y en a, on ne savait plus si c'était les groupes de combat ou les FTP. En fait, c'était souvent les mêmes. Par exemple, André Schwarzbart, qui a été à l'UJJ à Grenoble, prix Goncourt, hein, à Grenoble, qui a été FTP, pour lui, c'est pas FTP, c'est UJJ. Mais comme ceux qui étaient là où ils étaient et qui ne savaient pas ce qui se passait à côté, ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui, un truc qui est aussi intéressant, anecdotique, c'est que j'avais contact avec un imprimeur, Henri Lion, qui
tirait pour la résistance, comme c'est pas possible, et puis moi je me fournissais chez lui. Puis il me tirait des trucs aussi. Et ça tournait vraiment en plein pour la résistance, et puis j'ai vu chez lui un gars qui avait à peine plus jeune que moi. Bon, il était au courant puisqu'il tirait les tracts et les journaux clandestins, et je lui ai demandé qu'il me serve d'agent de liaison entre Henri Lion et son frère et moi. Ce gars-là, c'était Georges Ségui. Je l'ai rencontré 3 ou 4. Il y a d'ailleurs eu une arrestation, une descente, et ils ont tous été arrêtés. Les frères Lion, Ségui et tous ceux qui étaient là. Je l'ai rencontré quelques fois après la guerre, Georges Ségui. Bon, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Il y avait aussi un groupe de l'AS avec qui j'ai beaucoup travaillé, un groupe qui s'appelait Espoir et Courage, qui avait été organisé par Capitaine Casa. Un gars gonflé, petit, rablé, vraiment gonflé. Alors on a fait des trucs ensemble, je ne sais plus quoi. Je lui fournissais une force d'appoint pour certaines opérations. C'était pas tellement évident, hein, parce que quand on avait à avoir un appoint, il fallait que je choisisse bien les gars. Mais je n'ai jamais commis d'erreur dans mes jugements. Donc la guerre se passe, vous menez vos actions, vous êtes au courant aussi du sensibilisé, au sort qui est réservé aux Juifs. Vous en avez conscience? On l'a su depuis la fin de l'été ou l'automne 42. Alors la question s'est posée, est-ce qu'on le fait savoir, aux Juifs ou pas? Moi, ma réponse a été, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce que certains disaient, si on le dit, ça va être la panique. Qu'est-ce qu'on risque? De toute façon, ils vont se faire arrêter et on les envoie à la mort. Mais c'était tellement gros et tellement monstrueux que les gens ne croyaient pas. Et qu'est-ce que vous disiez des tracts? Par tract, par exemple. Tracts, ouais. Bon, j'y étais plus pour le 16 juillet 42. Pour la rafle du Veldiv. L'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, qui n'existait pas encore sous ce nom-là, c'était Solidarité. Et c'est seulement au début 43 que ça s'est appelé Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, comme l'UJJ d'ailleurs, je crois que c'est début 43 qu'on lui a donné le nom du JJ. Il y a des sigles comme ça, on ne sait pas à quel moment ils sont apparus. Par exemple, les FTP, à quel moment c'est apparu? Ben, Charles Tillon n'a pas été foutu de me le dire, il ne sait pas. Bon, je dévie, hein. J'étais en train de dire quoi? Vous tiriez des tracts pour informer du sort. Oui, les gens beaucoup l'ont pas cru. Beaucoup l'ont pas cru. Mais l'impact des rafles de juillet 42, pas seulement à Paris, dans les quartiers juifs et dans la région parisienne, mais dans toute la France, hein, il y a eu des arrestations en juillet 42, ça a fait basculer. Autant la population française dans son ensemble en avait rien à foutre des lois contre les juifs. Bon, un avocat, il n'a pas le droit d'être avocat. Ça dérangeait personne. Mais quand les gens ont appris ce qui s'était passé, comment on a arrêté des femmes, des enfants, ça les a scandalisés. C'est à partir de là que... et puis les évêques dans les églises qui ont commencé, alors que les évêques qui avaient approuvé le statut des Juifs, et en approuvant le statut des Juifs, ils rendaient possible tout ce qui a été commis après. Mais ils n'y croyaient pas. Et puis ça les arrangeait un petit peu d'emmerder les Juifs aussi, hein, il faut le dire. Mais à partir de l'été 42, il y a eu un véritable tournant. Alors avec l'appui ils ont mobilisé leurs ouailles dans les églises. Donc il a été plus facile à partir de ce moment-là d'organiser des clandestinités. Donc vous passez toute cette période-là à Toulouse, en 43, toute l'année. Moi, à partir de je ne sais plus quand, je crois.
je crois, à l'automne 43. Ouais, à l'automne 43, on me prévient à Berthelot que la Gestapo va venir m'arrêter. Alors, le lendemain, il devait venir le jeudi, parce que comme il n'y avait pas classe, à l'époque c'était pas le mercredi, c'était le jeudi, personne ne se rendrait compte que j'avais été arrêté. Donc le mercredi soir, je suis parti et j'ai vécu 3 jours comme une bête traquée. Je ne pouvais pas avoir de contact. J'avais pas de contact pour... j'ai mis 3 jours, mais alors vraiment, ça a été épouvantable. Puis après, j'ai eu les contacts. On m'a fait les papiers préfectoraux qui étaient des vrais. Alors jusqu'alors, je vivais sous mon nom. Hein. Sous votre nom. Sous mon nom. Une fausse identité, mais vraiment, c'était du béton. Et donc vous échappez à cette arrestation? Ah bah, quand ils sont venus le jeudi, ils n'ont trouvé personne. Et vous continuez vos actions après? Comment? Ah bah continuez, oui. Il a fallu que je me trouve une chambre, j'en ai trouvé une. C'est assez marrant parce que la chambre que j'ai trouvée, elle était dans le rayon, pas loin de la Gestapo, dans le coin, je pourrais presque dire du côté de la Gestapo et de la prison Saint-Michel, enfin dans tout ce coin-là, ce qui était... Et pendant ce temps-là, est-ce que vous aviez eu des nouvelles de vos parents? Oui. Vous étiez resté en contact? Régulièrement, mais d'une façon indirecte. Hein. On avait des boîtes aux lettres pour communiquer. Et vos parents n'avaient pas été inquiétés? Non, ils n'ont pas été inquiétés, et jusqu'au moment où au cours en 44, on a été en mai 44, peut-être fin avril, avril 44, ou je ne sais pas trop comment, enfin, à cette période-là, ils ont reçu une convocation pour aller à la préfecture de police. On leur a demandé où j'étais. Mais c'était en 44, hein, donc la position de la police avait changé. Hein. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils avaient disparu. Alors, la préfecture, on leur a dit, écoutez, c'est pas nous qui posons la question, c'est la Gestapo qui nous a chargé de demander. Votre fiche est recherchée par la Gestapo. Voilà une convocation. Il faut vous rendre à tel endroit, etc. Alors, ils avaient des faux papiers, hein, déjà. Vos parents. Ah oui. Tout était prévu. Et ils sont partis à Toulouse. Et quand ils sont arrivés... Non, ça devait être en mai. Quand ils sont arrivés à Toulouse, ils ont appris que j'avais été arrêté. Mais les deux choses n'ont rien à voir. D'accord. Donc ça, vous l'avez fait Mon après, arrestation, elle a été tout à fait accidentelle. J'ai été recherché plutôt 10 fois qu'une, parce qu'ils me prenaient pour plusieurs types différents. Moi, j'avais rendez-vous avec un de mes gars, puis il avait été arrêté par la milice, et il a amené la milice au rendez-vous. Et la première chose que les miliciens ont faite, alors au titre d'une petite organisation, hein, ils me prenaient pour un petit chef de groupe, hein, à ce moment-là. Ils m'ont mis tout nu et passé à la gégène, à la magnéto. Et le résultat m'a fait perdre une partie de ma mémoire. Je ne savais rien sur la résistance, j'avais complètement effacé. Donc je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas si j'aurais parlé ou pas, hein. C'est possible d'ailleurs. Le gars qui m'a fait arrêter, ils lui ont donné une paire de claques et il s'est mis à table. Alors, donc je ne pouvais pas parler. Alors l'enchaînement, il est assez marrant parce que j'ai bénéficié d'un tas de comment dirais-je, de portes de secours comme ça, de choses qui me sont arrivées et qui m'ont évité le pire. Il y a eu débarquement, la milice me remet à la Gestapo. Seulement, j'avais été arrêté à l'époque par la police et pas par la milice. La police m'aurait laissé repartir, hein. Mais les miliciens... Et peut-être que là aussi, il y en avait qui... Notamment, il y a un chef de centaine qui m'avait fait rentrer dans son bureau.
Et puis quelqu'un d'autre est rentré, il m'a dit, on se reverra, je crois que celui-là aussi, il voulait prendre le tournant. Hein. Donc s'il voulait prendre le tournant, il pouvait me laisser partir. Vous pouvez me donner la date de votre arrestation? Le 14 mai 44. D'accord, merci. Donc je suis à la Gestapo. Alors rebelote, interrogatoire, on m'emmène à la prison Saint-Michel. Mais là, ils avaient pas mal de monde, ils étaient vraiment occupés. Ils ne s'occupaient pas de moi 24 heures sur 24 et tous les jours. Hein. Et je me suis... Bon... Dans le tohu-bohu, je me suis retrouvé dans une caserne, la caserne Caffarelli, où il y avait des internés de tout genre, des juifs, des résistants, enfin, c'était le surplus de la prison Saint-Michel qui mettait là. Ils vidaient les cellules pour déporter. Et, comme résistant, on m'envoie à Compiègne. Mais j'étais en même temps désigné comme juif. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Vous aviez été arrêté comme résistant. Mais ils m'ont foutu tout nu. T'es juif? J'ai dit non, j'ai pas avoué facilement, mais dans ma tête, je me suis dit, résistants, ils vont me couper en rondelles. Hein, parce qu'ils finiront par trouver des trucs. Moi, je sais pas ce qu'ils savent. Mais je savais que ça se refermait sur nous, sur l'ensemble des résistants. Hein. Donc j'ai fini par avouer que j'étais juif, donc je figurais sur des listes différentes. Sur 3 listes. Une comme juif, et puis, je crois, 2 comme résistants, mais des listes différentes. Hein. Parce qu'ils me prenaient encore pour plusieurs types. Ils ne connaissaient pas votre identité, votre vrai nom? Ils n'avaient pas... Si, ils l'ont su. Ils l'ont su très vite, parce que parmi les gens qu'ils avaient arrêtés, il y avait des gars qui étaient à Berthelot et qui me connaissaient. Donc, ils ont... Et je me retrouve à Compiègne. Mais en même temps, la machine anti-juive fonctionnait. Et Brunner, qui était l'exterminateur pour les Juifs de France, accélérait les déportations, on voulait. Et il a voulu récupérer les Juifs qui étaient à Compiègne, les Juifs résistants. Donc je devais être déporté de Compiègne, je ne sais plus si c'est le 30 juin ou le 2 juillet, je ne me souviens plus. Un convoi qu'on a appelé le train de la mort. Je ne suis pas parti dans ce convoi. Ce qui sur le coup m'a embêté, hein. Parce que déporté, on peut revenir, mais rester ici, récupéré par la Gestapo. Et puis Brunner nous a pris à Drancy, on devait être une quinzaine. Ben, une fois à Drancy, la Gestapo ne pouvait pas me récupérer. Parce que les pouvoirs... Et ça montre bien l'importance qu'ils donnaient à l'extermination des Juifs, que c'était un facteur essentiel de la politique allemande. Et je dis allemande, pas seulement nazie, parce que l'Allemagne a marché comme un seul homme. Ça a été, en quelque sorte, une résurgence d'Amalek. L'un des objectifs, et je vais revenir tout à l'heure là-dessus, de Hitler, c'était l'extermination des Juifs. Il aurait fallu l'autorisation d'Himmler, ou au moins d'Eichmann, pour que Brunner me livre à la Gestapo. Et les services anti-juifs qui s'occupaient des déportations, oh, ils n'étaient pas plus de 4 ou 5. Il y avait Brunner, qui était le patron, et qui a sévi en Europe, hein. C'est pas n'importe qui, Brunner. Hein. Bruckler, qu'on appelait à Drancy le boxeur, puis les autres, j'ai oublié les noms. Enfin, on peut les retrouver facilement. Donc, vous êtes à Drancy, et... vous pensiez partir par un convoi. Oui, donc je suis déporté le 31 juillet 1944 et je suis arrivé à Auschwitz 3 jours après. Et en arrivant à Auschwitz, on entendait encore le canon pendant 1 ou 2 jours. Parce que c'est au moment où les Russes se sont arrêtés
dans une ligne à 100 km d'Auschwitz, dans une ligne à peu près verticale, Varsovie-Auschwitz. Je voulais savoir, quand vous étiez à Drancy, est-ce que vous avez eu connaissance du débarquement du 6 juin? Oui, mais le débarquement, on l'attendait. Dès avril, je savais, j'étais de ceux qui savaient qu'un débarquement aurait lieu. Et on s'y préparait. D'accord. Il y avait tout à organiser, l'action des jeunes. On ne pouvait pas... une des craintes que j'avais, qu'on pouvait avoir, enfin moi pour les jeunes, hein, c'est qu'ils se lancent comme ça dans la bataille en prenant un fusil et puis en allant flinguer à droite ou à gauche. Il faut savoir où les actions sont organisées, quand elles sont spontanées, comme l'histoire je rentrais après le couvre-feu, ça devait être quand ça? Début 44. Après le couvre-feu de je sais pas plus pourquoi, et le long du canal à Toulouse, je croise, j'ai encore une vague vision derrière un arbre gros, un SS qui apparaît, et le gars titubait, et puis il me dit Trinken, Trinken, il voulait finir la soirée avec moi, il m'emmenait boire. Qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi, plus gros que moi. Enfin, dans mon souvenir, c'était pas bien grand, hein, mais lui, il était... Et le type est tombé, il a trébuché, puis à côté de sa tête, il y avait un pavé. Alors, j'ai pris le pavé, je l'ai bien assommé, je lui ai pris son revolver, ça peut servir, puis je l'ai balancé dans le canal. Alors, moi, certains sont choqués en disant « Pourquoi tu l'as pas laissé partir, que tu l'as mis dans le canal ?» Je lui dis pour deux raisons. Une, c'est un ennemi dont l'objectif était de me tuer. Deuxièmement, si je le laisse partir et qu'il me rencontre dans la rue, lui, il ne me fera pas de cadeau, il m'arrêtera. Alors, j'ai pas eu d'état d'âme, et je reconnais que c'est pas facile de prendre une telle décision, il faut la prendre très vite. Alors, sur ce que je disais tout à l'heure, la volonté d'extermination totale des Juifs, deux exemples. Au printemps 1944, Hitler avait demandé à son état-major de lui préparer un plan d'invasion des États-Unis. Il doutait de rien, hein. Et dans les motivations, parce qu'il fallait expliquer pourquoi il voulait s'emparer des États-Unis, il y avait pour nettoyer l'Amérique des Juifs. C'était un objectif de guerre. Et le roi, le Führer de l'Amérique, ça aurait été Goebbels. Alors les documents existent là. Hein. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de documents, notamment sur l'extermination. Il n'y a pas de... Les rares choses qu'on a sont des textes où Himmler dit « selon le vœu du Führer ». Mais il n'y a pas de truc, de document disant ça se faisait verbalement. La seconde raison, c'est que Himmler avait envoyé des SS chez les Japonais pour détruire le ghetto de Shanghai. Alors les Japonais n'avaient rien à foutre des Juifs, c'était pas leur problème. Alors c'était un ghetto qui était ouvert, il était fermé la nuit. Hein. Mais dans la journée, les Juifs sortaient du ghetto de Shanghai. Et ils reculaient l'extermination des Juifs de Shanghai. Eh bien, après le 8 mai, la mort de Hitler et la capitulation allemande, les SS qui étaient à Shanghai continuaient d'exiger la destruction des Juifs de Shanghai. Il y avait vraiment une volonté d'extermination totale des Juifs du monde. Bon. Est-ce qu'on peut revenir, donc vous arrivez à Auschwitz, début août 1944. Auschwitz. C'est
Dès qu'on est descendu des wagons, on m'a été en prise directe avec un autre monde. J'ai une image d'un SS qui prend un bébé des bras de sa mère par les pieds et qui le fracasse contre les murs du wagon. Un autre qui prend un bébé aussi des bras de sa mère, qui le jette en l'air et qui tire dessus. Alors quand on voit ça à l'arrivée, on ne sait plus où on est. Alors, ils nous ont mis comme ça dans l'ambiance, on est rentré dans le camp, une quarantaine qui a duré quelques jours, et puis ça a été les... Alors à l'arrivée, je crois qu'on est rentré 200 ou 300 dans le camp sur 1300. Il y avait les 2 colonnes. Ouais. Je ne sais plus laquelle était bonne, droite ou gauche. Et premier commando, ça a été un commando de... Je trace les mots. On faisait des routes, mais des routes qui partaient de nulle part pour aller nulle part. Enfin, ce commando-là. Hein. Parce qu'il y avait d'autres sont partis dans des camps annexes où il y avait des commandos, des usines. En fait, Auschwitz, il y avait Auschwitz I, qui était le camp central, avec ses bâtiments en pierre. Auschwitz II, qui était Birkenau, où Himmler, quand il a décidé la fermeture des autres camps d'extermination qui ont précédé Auschwitz, jusqu'alors Auschwitz était seulement un camp de concentration. Majdanek, Treblinka, Sobibor, etc. Il sait qu'il y en avait 4 en tout avant. Une zone, donc camp d'extermination et de travail en même temps. Et le camp de travail, la zone, et là, Himmler avait décidé une zone concentrationnaire qui s'étendait sur 100 km. Et il y avait un responsable dans la SS qui s'appelait Paul, P-O-H-L, qui était responsable des questions économiques. Alors il y avait parfois des frictions entre Paul et Eichmann, parce que Paul voulait un rendement économique, Eichmann voulait la destruction. Il y aurait eu qu'Eichmann, à l'arrivée, on tuait tous les juifs. Mais c'était une main-d'œuvre plus que bon marché. L'énergie humaine, c'est l'énergie la moins chère, hein, en définitive. Alors, alors après, où on est allé? Bon, après, j'ai été pris pour un commando pour déterrer des bombes qui n'avaient pas explosé. Alors, on est parti, je sais plus, j'ai oublié le nom du bled, avec un SS qui, d'ailleurs, à Auschwitz, c'était un SS roumain qui était une ordure, et qui, à ce commando, a été presque paternel avec tout. La mentalité est très curieuse. Hein. Je dis ça parce qu'il y a un petit incident après qui... Et bon, on déterre des bombes. Pour la première fois, il n'y a pas eu d'explosion. C'est-à-dire que personne n'a donné un coup de pioche sur une bombe pour la faire sauter. Et le SS, qui était un des rapporteurs du camp, qui s'appelait Clausen, qui m'a cassé le nez d'ailleurs, parce que je lui ai fait tomber un grain de sable sur sa botte. Enfin, c'est pas la pire des choses qui m'est arrivée, ça. Qui me soit arrivé. Était tellement content. Il se vantait auprès des autres SS que tout se passait bien avec lui, qu'il avait su nous dresser, et il nous a transformés en Luftschutzkommando, commando de protection aérienne ou anti-aérienne. Il nous a habillés avec des uniformes, enfin pas tous, mais une partie du commando, en uniforme de l'armée italienne. Et on foutait plus rien, on se promenait. On attendait. Il y avait des alertes parfois. Et quand il y avait des alertes, tout le monde était consigné dans les blocs. Sauf nous, puisque... Et il y a eu à ce moment-là, ça devait être en septembre, ça. Ça allait très vite, hein, J'ai vu, pas le seul, des cocardes britanniques sur les avions. Il y a eu la vieille cordonnerie a été touchée,
puis des bâtiments de SS. Mais là, il a fallu qu'on travaille pour déblayer. Et on a trouvé 2-3 revolvers. Donc, il y a un petit camarade, on va les récupérer. Il voulait les garder, j'ai dit, qu'est-ce que nous, on va faire avec des revolvers? On va les donner à l'organisation de résistance du camp, dont on savait l'existence, mais vraiment mystère, enfin, dont nous on savait, tout le monde ne savait pas. Hein. On savait parce qu'on avait eu des contacts avec des gars qui avaient été dans les brigades internationales. Il y a des choses qui se retrouvent. Donc en arrivant au camp, ils ont eu des contacts, mais là-bas ils étaient très durs pour les contacts, parce qu'ils se méfiaient des gens. Bien sûr. Ils avaient l'expérience de comment quelqu'un de bien peut devenir se laisser aller, etc. Bon, on leur a refilé les revolvers, et puis on n'entend plus parler. Et puis, après, qu'est-ce que j'ai eu comme commando? Un commando de canalisation, Petersen. Alors vraiment, faire des canalisations, fabriquer du béton, être plus efficace et plus rapide qu'une bétonnière. Et puis un beau jour, on m'appelle, il y a l'appel, on m'appelle mon numéro. Commando disciplinaire, Strafe commando. Pas pourquoi. Et c'est un commando où la durée de vie était maximum de 3 semaines. Vous le saviez ou... Ah, on le savait, on connaissait le... Et c'est là que l'organisation de résistance m'a sorti. Ils ont payé pour ça. C'est-à-dire C'est-à-dire, ils ont payé. Ils ont payé. L'organisation de résistance disposait de fonds parce que quand des déportés arrivaient, il y avait le Canada. Le Canada, c'est le commando qui faisait le tri. Et au Canada, on trouvait plein de trucs. Soit des diamants, soit ils réussissaient à en détourner. Et moi, je l'ai su après, ça, moi, qui s'occupait de me sortir. Je dormais sur ce qu'on appelait un lit, et puis tout d'un coup, j'ai une lampe de poche sur les yeux, et il y a un gars qui me dit, tu viens, je lui dis quoi? Il me dit, tu changes de commando. Et comment je change? Il me dit, discute pas, de toute façon, t'as rien à perdre. Je lui dis, ça, je sais. Je suis parti avec lui, il m'a emmené à la vieille désinfection, et il me dit, demain dans la journée, maintenant tu dors, demain dans la journée, ce sera réglé. Alors, j'ai dormi, puis tout d'un coup, de nouveau, de la lumière, puis je vois un SS. C'était le SS de la vieille désinfection, qui me dit, continue de dormir, il dit, je fais un petit tour. Bon, celui-là aussi, il devait être... Et dans la journée, ils ont fait le nécessaire. Et l'organisation interne du camp qui était entre les mains des déportés, l'Arbeitslager, c'était un communiste autrichien. Donc il y avait la main mise sur un certain nombre de choses. Et la vieille désinfection, c'était un commando en or. Quand après il faisait froid l'hiver, il n'y avait pas froid. On était chauffé parce qu'on avait des étuves à vapeur. Et puis quand on sortait dehors, je pouvais me prendre tous les pullovers que je voulais, et puis on mangeait mieux. Par contre, il fallait que je fasse certaines missions. Comme prendre des contacts, aller à Birkenau. Ou je sais plus moi. Alors, j'allais voir le capot des plombiers ou des électriciens, et puis je lui disais, j'ai besoin d'aller à tel endroit. Alors il laissait un de ses gars et il m'emmenait. Et il y a eu... comment il s'appelait? Quel commando il était? Je crois commando des plombiers, David Chumlevski. C'est un garçon. Un jour, la direction de l'organisation de résistance, qui s'appelait le comité de guerre, lui a dit de photographier les chambres à gaz. Rien que ça. Photographier les chambres à gaz. Alors, aller à Birkenau, c'était rien. Mais avoir un appareil photo. Alors, il a demandé au Canada. Le Canada lui a amené dans un tonneau avec un double fond
un appareil photo, mais de photographe. Ils ont été obligés de le réduire en miettes, ils ne pouvaient pas se retrimballer. Et puis il a fini par avoir un petit appareil photo et il a photographié les chambres à gaz au moment où des convois de juifs hongrois entraient dedans. Et les photos sont sorties du camp, donc les Alliés les ont eues relativement tôt. Et elles ont été présentées à Nuremberg. Est-ce que pendant cette période, il y a eu des sélections, j'imagine? Des sélections oui, mais la dernière sélection, je crois qu'elle a eu lieu en octobre. Il y a eu une fois, je ne sais plus les dates, il y a eu une grande sélection. Il y a ce qu'on appelle la révolte du Sonderkommando, mais c'est pas exactement une révolte du Sonderkommando. Je crois que c'est en octobre. On devait faire une sortie collective, enfin relativement massive, hein, pour rejoindre. Et les partisans polonais venaient à notre rencontre parce que pour sortir de cette zone et rejoindre les lieux, les forêts où il y avait les partisans, il fallait quand même un minimum de matériel que nous on n'avait pas. On était armés plus mal que les soldats de l'an 2. Hein. Et les SS ont eu vent de l'opération. Ils savaient que le Sonderkommando était dans le coup et ils l'ont investi. Et les horaires ne correspondaient pas, on ne pouvait rien faire. C'était trop tôt pour qu'on puisse... et voilà comment ça a échoué. Mais j'ai aujourd'hui des doutes, moi, sur la réalité de la jonction avec des partisans polonais. Je pense plutôt que la politique de l'armée enfin de la résistance nationaliste polonaise était de nous faire effectivement une sortie collective, eux de ne pas bouger, nous on se fait massacrer et après ils clament qu'il y a eu une tentative de révolte à Auschwitz. C'est pas le genre de choses que vous avez pu vérifier Non, mais c'est très très complexe. Très complexe, ça c'est un petit peu la politique du Kremlin qui allait dans tous les sens. Bon, on peut revenir donc à hiver 44, que vous êtes toujours à Auschwitz, qu'est-ce que... Toujours ouais. Et puis on apprend que il y a eu la grosse offensive. Alors, il y a quand même quelque chose aussi que je dois dire et qui me surprend, c'est que, enfin, qui ne me surprend pas. Quand on est arrivé, on entendait encore le canon et les Russes s'étaient arrêtés devant Varsovie en laissant les partisans polonais en révolte se faire massacrer. Ce qui politiquement les arrangeait, puisque ça éliminait la résistance. Je pourrais presque dire la résistance fasciste polonaise, hein, parce que ces nationalistes étaient vraiment des fascistes. Hein. Pas fascistes dans le sens du nazisme, mais vraiment une extrême droite pure et dure. Puis d'un autre côté, les Polonais avaient mis les Russes devant le fait accompli. Quand on veut faire un truc comme ça, quand il y a eu l'insurrection de Paris, il y a eu des rapports avec les armées alliées. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu des pressions, c'est vrai, mais enfin bon. Merde, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Vous étiez... J'avais les neurones fatigués. Non, hein. vous étiez reparti un peu en arrière, mais Oui, mais qui se soit arrêté, ça peut s'expliquer. Mais pourquoi s'être arrêté à 100 km d'Auschwitz, alors que la seule ville entre le front et Auschwitz, c'était Cracovie, qui n'était pas une ville fortifiée. Et il y a une ligne droite, et puis comme une cuvette, Mais ça, c'est le vieux problème que le sort des Juifs n'était pas prioritaire
Pour les Russes, pas plus qu'il a été prioritaire pour les autres pays alliés. Hein. Ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande. Des déclarations, oui, mais des actions plus efficaces. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout concentrer sur le sauvetage des Juifs, d'autant plus qu'il y a des actions qui n'auraient servi à rien. Par exemple, quand on nous dit qu'il fallait bombarder les trains. Et alors, ça n'aurait pas empêché les gens de mourir. Et puis, alors, la question, moi je l'avais posée, moi. Hein. Bon, j'en avais discuté avec des résistants, des responsables cheminots, qui disaient, il faut les allier, etc. Et certains disaient, on peut mener des actions contre les voies ferrées et arrêter les trains. Et alors, les gens qui étaient dans les trains, les femmes, les enfants, les vieillards, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? C'est pas... L'objectif numéro 1, c'était de gagner la guerre et d'abattre les nazis. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas toujours eu l'action nécessaire en faveur des Juifs, que les journaux de la Résistance ont peut-être pas suffisamment informé sur le sort des Juifs. Mais ça, c'était quelque chose que les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais il y a aussi aujourd'hui un tas de choses que les gens ne comprennent pas avec les événements qui se passent à droite, à gauche, un peu partout. Ben, c'est pas le sujet de... Non, je veux bien qu'on revienne à la fin... Bon. À cheval entre années 44 et 45, est-ce que vous avez participé... l'évacuation du camp d'Auschwitz? Ouais. À moins que vous ayez d'autres choses à raconter. J'avais à la désinfection un juif hongrois qui s'appelait Arpat, et donc pendant longtemps j'ai cru que c'était le fruit de mon imagination, parce que j'ai jamais entendu nulle part parler de lui. Et pourtant, et il faisait partie du comité de guerre, hein, Arpat. Quand il y a eu l'évacuation, Arpat nous a dit à la désinfection, vous démerdez pour ne pas être évacué, des partisans polonais vont prendre contact avec nous et puis vous ferez une action pour que le camp fasse une auto-libération. Bien, puis les choses, elles ne se sont pas passées aussi simplement que ça. Une partie des membres de la désinfection a été évacuée. Moi, j'ai eu pendant 1 ou 2 jours un accès de fièvre et on m'a collé, je ne sais pas où, sous une table avec des vêtements pour que j'attrape pas froid. Et puis quand je me suis réveillé, le camp était quasiment vide. J'ai retrouvé quelques gars de la désinfection et puis on attendait les partisans. Mais on n'a pas eu accès on ne pouvait pas aller à la désinfection, là. Il y avait... et on a vu arriver un commando SS. Et on a vu que c'était un commando qui devait faire sauter le camp et tout détruire. Ce qui nous a... On savait on pressentait qu'il fallait effacer les traces. Alors on a décidé de... On s'est procuré... Il n'y avait plus de SS qui patrouillaient à l'intérieur du camp. Hein. Ils faisaient de rares incursions, mais vraiment, ça commençait à... Ils avaient quasiment évacué. Hein. Et on a percé les barbelés. Dans les bâtiments de SS, on a réussi, dans les bureaux, à trouver, je ne sais plus quoi, un revolver, 2-3 mitraillettes, quelques grenades. Et puis, on s'est habillé en civil, et puis on est parti. Ça faisait du bruit, hein. Ça tirait de tous les côtés. Il y avait des SS, enfin des Allemands et des civils qui allaient de l'Est vers l'Ouest, et puis nous, on allait vers l'Est. Et à un moment, on est tombé sur des Russes. Je me souviens, ils nous ont collés au mur contre une maison. Ils étaient prêts à nous flinguer, hein. Ils ont fouillé, on vu qu'on était armés, et je vois un officier, il s'appelle Tovarich Officer.
Ben, il me regarde, il dit, il y a Franzowski partisan français. C'est un peu idiot parce qu'il pourrait se demander ce qu'un partisan français faisait sur le front russe. Hein. Et le gars s'est approché, il m'a entendu parler yiddish. Alors, à Auschwitz, la langue courante, c'était le yiddish. Quand j'étais petit à la maison, je ne le parlais pas, mais je le comprenais. Vos parents le parlaient hein, ils parlaient... ils ont seulement veillé à ce que je ne comprenne pas le russe. C'est peut-être mieux, d'ailleurs. Et l'officier était juif. Alors, je lui ai expliqué, il ne savait pas. Il me dit, j'ai pas d'ordre, on ne m'a pas parlé de tout ça. Bon, mais très vite, il a accepté de foncer sur Auschwitz. Alors, on est tombé sur les SS, on les a tous flingués. Là, il y a eu une contre-attaque allemande, mais je ne sais pas si c'est avant la prise d'Auschwitz ou après la prise d'Auschwitz. J'ai beau essayer de me remémorer, je ne sais pas. Mais ça a été un truc... des chars et des trucs et des machins, hein. Donc là, vous êtes avec les Russes? Ouais, alors je suis parti avec eux pour faire un petit tour, quoi, pour voir s'il n'y avait pas des Allemands survivants. Alors après, ils m'ont démobilisé. Je voulais continuer avec eux, ils m'ont dit on prendra Berlin sans toi. Puis il y a une commission soviétique qui est arrivée avec des gens qui parlaient français. Vous étiez à quel endroit là? À Auschwitz. Auschwitz. À Auschwitz, ouais, ils commençaient à fouiller les archives, les trucs et les machins. C'est là qu'ils m'ont dit que Staline m'invitait à Moscou. Je me suis dit, si je vais à Moscou, comment je vais rentrer? Alors au lieu d'aller à Moscou, je suis parti à Lublin, Kiev, Odessa, Marseille. Et voilà, j'ai fini mon odyssée. Donc vous avez été rapatrié d'Odessa. Enfin, vous avez fait le trajet par vos propres moyens? Ouais, ouais. Jusqu'à Odessa? Oh, on était oh, je sais pas. On est arrivé à Marseille. Combien on était? J'étais pas le seul déporté d'ailleurs à être à Odessa. Oh, oui, oui. Je sais plus combien on était. Quand de France, on devait être je sais plus, une vingtaine, je sais plus. Vous êtes arrivé à quelle période à Marseille à peu près? À Marseille, je sais pas si c'est le 3 ou le 5 avril. D'accord. Moi, je me souviens pas, mais selon les sources, des fois il y a écrit le 3 et des fois le 5. Alors ça s'explique parce qu'un 3 et un 5, ça peut se ressembler. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à Marseille? Je suis arrivé à Marseille, tombé sur des... Alors il y avait tout le monde attendait les déportés, tombé sur des jeunes qui m'ont identifié. Parce qu'avant d'être arrêté, je devais aller à Marseille pour prendre la direction des jeunes. Puis j'étais pas chaud. Je voulais pas laisser tomber tout ce que j'avais fait à Toulouse. Je pensais que ça n'en valait pas la peine. D'autant plus que j'avais la responsabilité des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique pour tout le sud-ouest, de Bordeaux à Perpignan. Alors ça fait grand, ça fait beaucoup, mais ça faisait pas tellement de monde à l'époque. Hein. Quand je suis rentré de déportation, ça faisait beaucoup plus. Alors ils me connaissaient tous, mais moi je connaissais déjà trop de monde, mais... Alors à Marseille, ils m'ont mis la main dessus, je suis resté pour expliquer. Je suis resté 2-3 jours à Marseille pour expliquer ce que c'était qu'Auschwitz. Puis après, je suis rentré à Paris. Vous avez retrouvé vos Mes parents? Ouais. On a téléphoné pour dire que j'étais là, que j'arrivais. Vous êtes passé par l'hôtel Lutetia? Non. Non, du tout. Non. Vous êtes remonté tout seul? Non, seul? Je suis arrivé à... Ben non, je suis arrivé par mes propres moyens. Déjà à Marseille, on m'avait donné un billet de 3e classe pour faire Marseille-Paris. Alors je suis monté en 1re classe. Vous aviez une carte de rapatrié Oui. Ouais, d'accord. Et donc, retour à Paris. Il n'y a pas eu de problème, et puis j'étais suffisamment grande gueule pour ne pas me laisser faire. Et en rentrant, qu'est-ce que vous avez tout de suite raconté à vos parents? Ouais. Oui. Ah ben, j'ai pas arrêté de raconter et de parler.
Quand on dit que les déportés n'ont pas voulu parler, c'est pas vrai. Bon, certains ont eu des blocages psychologiques. Mais quand on a supporté Auschwitz... C'est plutôt qu'en face, on ne voulait pas toujours entendre. Hmm. C'est plutôt qu'en face, on ne voulait pas toujours entendre. Voilà, on s'est fait jeter. Il fallait vraiment en vouloir pour... ce qu'on disait à Auschwitz, que ceux qui s'en sortent, il faudra qu'ils racontent ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait, mais on a été en définitive pas tellement nombreux à continuer au fil des années. Aller dans les lycées, les trucs, les machins. Est-ce que vous m'avez parlé tout à l'heure de la création de l'amicale d'Auschwitz? Oui, mais c'est à bord du bateau qui nous ramenait on était une vingtaine de déportés, on devait être. On a décidé de se constituer en amicale d'Auschwitz. Donc, dès votre retour, en fait. Ouais. Avant même d'arriver... et on a envoyé un télégramme à deux... Enfin, j'ai rédigé, parce que Maurice Honnel et Jacques Greff, bon... J'étais très fort en rédaction, en classe. Et puis bon, on a... Puis après, il y a eu les premières choses que j'ai faites, ça a été pour une première en 1948, la recherche des enfants déportés, qui était dans l'année 48-49, qui n'avaient pas été retrouvés. Et pendant moins d'1 an, on a été une commission, on a travaillé à 3. Commission subventionnée par le Joint, dont je m'étais nommé directeur. Parce qu'en fait, je la dirigeais et j'ai dit à la directrice du Joint pour la France qu'il fallait que, vis-à-vis des autorités, des organisations, compte tenu des autorités civiles, compte tenu de mon âge et de l'aspect que j'avais très jeune, j'ai quand même une justification... Mais ça n'a pas augmenté mon salaire. Hein. Mais ce n'était pas le problème. On a eu beaucoup de résultats. Je voulais vous demander aussi à la retour, est-ce que vous avez repris vos études? Oui, j'ai voulu reprendre mes études. Premier truc, alors je suis allé 2-3 fois à Toulouse, où j'étais le petit roi là-bas. Et je rencontre un de mes professeurs on préparait le brevet supérieur, hein, non. Je rencontre un de mes professeurs qui me dit le brevet supérieur est supprimé, c'est la dernière année, tu devrais, etc. Je dis oui, mais j'ai que la première année, moi j'ai 2 ans. Il me dit l'important c'est l'écrit, t'es très fort en français, donc quand ils vont noter le devoir, le meilleur devoir, ils vont lui mettre une note maximum. L'oral, pas de problème. Il reste les maths, alors les maths, t'as qu'à les travailler. Alors mes copains m'ont bouclé, et j'ai bossé les maths, j'ai eu l'écrit, puis l'oral, ça a été une plaisanterie. Hein. Donc après, vous avez continué? Après, j'ai voulu continuer. Alors je ne sais pas quoi faire. Je voulais faire une licence de philosophie. Il y avait 3 certificats. d'1 an, psycho, morale et logique. J'ai commencé par psycho. J'ai perdu mon père. Et puis j'ai recommencé une 2e année de psychologie où je me débrouillais bien d'ailleurs. J'étais très fort sur les problèmes de mémoire. Puis quand je suis arrivé à l'examen, le sujet, c'était un sujet sur la mémoire, j'ai rendu une feuille blanche. Un trou. Je ne savais plus. Alors je dis merde, laisse tomber la philo. Je vais m'inscrire en fac de droit. Je m'inscris en fac de droit, puis je me suis marié, il a fallu travailler. Vous avez travaillé dans quel domaine? Comme je n'avais pas de métier, ma femme non plus, on a fait les marchés. Et vos parents avaient toujours leur magasin? Non. Il a été
vraiment spoliés, pillés. Les récentes indemnisations qui sont venues des siècles après, ça représente des clopinettes, hein. Mais enfin, tous les siècles, on a pillé les Juifs. Alors, pour moi, c'est pas pire que ce qui s'est passé au cours des siècles. Il faudra que ça s'arrête, ça. Et il y a quand même quelque chose. On peut considérer enfin la Shoah, hein, c'est le 3e volet d'une histoire qui a commencé avec Assuérus et Aman à Pourim, avec les Grecs dans l'histoire de Hanouka, où là aussi ils voulaient une destruction totale des Juifs. Puis ça ne marchait pas. Mais avant Pourim, ils n'ont pas commencé le massacre. Les Juifs ont été sauvés avant. À Hanouka, il y a eu la révolte des Asmonéens. Et les Juifs se battaient contre les Grecs. Alors les Grecs ne voulaient pas tuer les Juifs, mais les déjudaïser, que les Juifs soient plus Juifs. Les Juifs ne voulaient pas. Et dans la semaine, ça se passait bien, les Juifs gagnaient. Puis le samedi, ils se faisaient massacrer parce qu'ils ne se battaient pas. Alors les Maccabées ont dit, le samedi, on doit se battre. C'est pour sauver des vies. Alors là, ils ont gagné. Puis ils sont devenus chefs, les Asmonéens, puis ils ont mal tourné. Et le 3e truc, c'est la Shoah. Où là, le massacre a commencé et a fait disparaître à peu près la moitié du peuple juif. Quand je suis rentré de déportation sur la base des informations que les soviétiques m'avaient données, j'avais 17 millions. Puis comme tout le monde disait 6 millions, je ne vais pas me battre pour 1 million, on n'était plus à 1 million près. Hein. Mais maintenant, les chercheurs pensent qu'effectivement, il y a eu 7 millions de Juifs massacrés au cours de la Shoah. Donc Auschwitz, c'est le symbole. Moi, dans mon esprit, quand je donnais les chiffres, je disais Auschwitz, tant de millions. Mais Auschwitz, c'était aussi le ghetto de Varsovie, les plaines de Russie, etc. Et donc, depuis votre retour, en fait, vous n'avez pas cessé de militer? Je n'ai pas cessé, non. De témoigner aussi? Ouais. Est-ce que vous... Mais j'ai une conception libre. Mon souci, c'est la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui caresse les gens ou les autorités dans le sens du poil. Je dis ce que je sais être vrai. Puis quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis, je ne me rappelle pas. Mais la mémoire ne sera pas perdue et je voudrais qu'on célèbre, moi, la délivrance d'Auschwitz à la date juive. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'un peu invraisemblable, qu'il a fallu que ce soit moi. Pas religieux au départ, hein. Dieu, c'était pas ma tasse de thé, hein. Pour demander que les Juifs célèbrent à la date du calendrier juif le 13 Shevat. C'est pas mon rôle, je suis pas rabbin, moi. Mais il n'y a pas moyen. Bon, maintenant, ça y est, les calendriers juifs indiquent 13 Shevat. Mais j'ai mis des années. Et en envoyant des courriers que j'ai payés de ma poche. Vous pouvez expliquer pourquoi? Enfin, pourquoi c'est important pour vous? Ben, parce que c'est la délivrance. On ne serait pas là. Il y a un homme politique dont je ne dirai pas le nom, qui a eu des ennuis judiciaires, mais ils en ont tous, alors c'est pas... Ça finit par ne plus être un problème, ça, il y a pire. J'ai servi la France et j'ai risqué ma vie. Bon, ça ne donne pas des privilèges particuliers, mais ça doit impliquer le respect. On a un jour un ministre des Finances Excusez-moi. qui...
Ministre des Finances, vous parlez du ministre des Finances. Oui, un ministre des Finances qui a modifié le calcul des pensions d'invalidité. C'est un ministre qui nous a fait une charasserie, ça. Ça touchait d'ailleurs tous les déportés, les juifs et les pas juifs. Donc plus les pas juifs que les juifs. Parce que le nombre de déportés juifs, on en parle beaucoup, mais il y en a moins de revenus que de pas juifs. Et il y a eu à l'époque une solidarité et toutes les amicales de Caen se sont réunies, etc. Moi, j'étais un jour avec une délégation des médaillés de la Résistance, dont j'étais secrétaire général adjoint, et j'ai dit à mes petits camarades, enfin une audience au ministre qui venait d'être nommé, contre cette modification du calcul des pensions, qui était vraiment quelque chose de mal. J'ai dit à mes petits camarades que j'évoquerais le problème devant le ministre. Et j'ai dit au ministre des anciens combattants que ce ministre des Finances voulait finir le travail que les SS n'avaient pas terminé. Vous pouvez voir la tête de... Alors, les petits camarades et les préfets, les généraux, hein. Mais le ministre des anciens combattants a eu un sourire, puis il me dit, on ne me parlez pas de celui-là. Et une seconde fois, l'inter-amical des camps avait une demande d'audience chez le Premier ministre, cette fois-ci, pour évoquer ce problème. Et l'audience était le 16 juillet. Et on a été reçu par le responsable des anciens combattants, le chargé des anciens combattants à Matignon. Et la première chose que j'ai dite en arrivant, vous ne croyez pas que M. Bérégovoy, compte tenu de la date, aurait pu nous recevoir lui-même. Bon, on a eu des avancées, et puis ça a été rectifié, mais ça montre que la résistance et la déportation ont des ennemis. Ça montre qu'il y a toujours des choses qui vont pas et qui ne tournent pas rond. Alors, ce qu'il nous faut maintenir, c'est l'esprit de la résistance. C'est quoi l'esprit de la résistance? Ben, c'est de savoir dire non. Plus facile de dire oui que de dire non. Mais les gens sont bien souvent éblouis, intimidés par les puissants, etc. S'ils connaissaient mieux leurs classiques, tout commence à l'école. Et sinon, sur le plan personnel, vous vous êtes marié? Je suis marié, j'ai eu 2 enfants, ma femme était résistante aussi. Elle a... Vous l'avez rencontrée après ou à Drancy. Non, à Drancy. À Drancy. Ah bon. À Drancy. Et quand j'ai voulu... Elle était jolie, hein. Et quand j'ai voulu l'embrasser à Drancy, elle n'a pas voulu. Elle a été déportée, elle aussi? Non. Non, parce que... Moi, Dieu, c'était pas ma tasse de thé, hein. Quand je parle des juifs, religieux, pas religieux, c'est pas un problème, hein, pour moi. Merde, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous parliez de votre épouse? Oui, elle a été arrêtée à la suite d'un, je ne sais plus exactement, ou une filature, ou une distribution de tracts, et c'était en juin 1944. Bon, elle vivait sous une fausse identité, hein. Et quasiment en même temps qu'elle, son frère et sa sœur ont été arrêtés. Alors il y avait des juifs, et puis elle s'est trouvée avec des juifs. Elle a donc été embarquée à Drancy. Mais à Drancy, comme elle n'était pas juive, elle n'a pas été déportée. Donc elle est ressortie ou... Oui. Elle a... Heureusement qu'elle a été à Drancy et pas à Romainville. Parce que si elle avait été à Romainville,
elle se serait retrouvée à Ravensbrück. C'est vrai que Dieu, il m'a donné des petits coups de main, comme ça, il n'arrête pas. Et il me guide parfois, il me donne des petites indications, mais il faut l'écouter. Et donc votre épouse, vous l'avez retrouvée en revenant de déportation. En revenant de déportation. Puis elle est morte il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. C'est une vacherie qu'elle m'a faite, elle est trompée. Ouais, enfin. Mais la mémoire, c'est une chose curieuse. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore ou évoquer? Est-ce que vous avez d'autres souvenirs ou anecdotes éventuellement, ou sinon... Ça ne vient pas à l'esprit comme ça. J'ai les neurones fatigués. Hein. Les neurones fatigués. Si vous voulez, on arrête là. Enfin, c'est comme... Je sais pas, à moins que vous ayez une question particulière à me poser. On a couvert toute la période sur laquelle je oui, vous il y a eu la recherche des criminels. Donc... Après, bon, j'ai parlé de la recherche des enfants, puis après, c'était la recherche des criminels de guerre. Alors, c'est vrai que là, j'ai travaillé avec... j'ai eu des contacts avec, pas seulement Simon Wiesenthal, mais des services secrets en français qu'étrangers. Donc, ça me donnait des facilités, mais ça a été une nécessité de rechercher. Churchill avait dit que la recherche et le châtiment des criminels de guerre étaient un des objectifs de la guerre. Alors là, il y a eu 3 phases. Ça n'a pas été facile. Et la dernière, ça a été au début des années 70, quand je suis allé à Francfort, Cologne, je ne sais plus, porter le dossier de Lischka, qui était le chef de la Gestapo de Paris, avec Beat Klarsfeld. Et là-dessus, Beat se fait arrêter par les Allemands. Moi, quand le juge allemand à qui on a remis le dossier, il est arrêté, je croyais qu'il allait arrêter Lischka, et puis c'est Beat Klarsfeld qui l'arrête. Alors j'ai ouvert la porte, il y avait plein de journalistes, parce qu'avec les Klarsfeld, c'est toujours médiatisé. Hein. C'est leur méthode, c'est pas la mienne, mais enfin c'est leur méthode. Elle s'avère parfois... elle donne parfois des résultats. J'ai commencé à parler aux journalistes, et puis bon, je l'ai laissé, je suis rentré. En arrivant, j'ai pris contact avec Schuman, qui était ministre des Affaires étrangères. Et puis moi tout seul, je suis rien, hein. Ça concernait toute la résistance. J'ai, en accord avec Pierre Bloch et Marie-Madeleine Fourcade, je leur ai exposé mon avis en disant il faut réunir toutes les organisations de résistants et de déportés et mener une action vraiment déterminante pour la recherche et le châtiment des criminels de guerre. Alors j'ai lancé mes invitations. Et puis rassembler toutes les organisations de résistants et de déportés, je dis bien toutes. Tant et si bien qu'à la fin, je ne donnais plus la liste, parce qu'il y en avait toujours des manquantes. Puis on a fait pas mal de boulot, on a relancé le processus. Mais ça n'a pas été aussi simple, cette histoire m'a coûté un contrôle fiscal. Parce que, en ce qui concerne l'extradition de Barbie, si Schuman, même Pompidou, hein, demandait l'extradition, ça dérangeait. Et comme la Bolivie n'avait pas d'accord d'extradition avec la France, par contre, les statuts de l'ONU font obligation aux pays des Nations Unies d'extrader leurs criminels de guerre. Donc je me suis tourné vers l'ONU, mais à l'époque, Waldheim, qui a été impliqué dans des crimes de guerre et qui était secrétaire général de l'ONU,
Alors pour me démobiliser, on m'a fait un contrôle fiscal, ça a duré. Je l'ai gagné, hein, j'ai pas. Ça c'est. Mais avec défaut. Vraiment. Puis à un moment, le ministre des Finances. Alors il y a eu des interventions, bien sûr. Mais à un moment, Papon était ministre des Finances. Alors, ça montre que si on a gagné la guerre, on n'a pas réglé tous les problèmes. Mais c'est trop facile de dire il faut que ça serve de leçon. Il faut que les gens comprennent que leur intérêt, c'est pas de se voiler la face. C'est de voir vraiment ce qui se passe, de s'informer, et même des contre-vérités, des mensonges peuvent être utiles à la vérité. Tiens, j'ai un exemple là-dessus. Trépère, quand il a été arrêté. Trépère, c'est l'Orchestre Rouge. Il a été arrêté par la Gestapo, mais il a réussi à prévenir Moscou de son arrestation, avant d'être arrêté. Donc, quand les Allemands ont voulu le récupérer pour qu'il envoie des messages à Moscou, mais des messages faux, ben, il n'a aucun scrupule à accepter, puisque Moscou savait qu'il était entre les mains de la Gestapo. Donc non seulement ils en tenaient compte, mais dans un sens contraire, ce que les Allemands voulaient faire croire aux Russes, c'était important. Donc il faut être ouvert et pas juger d'une façon... J'ai rencontré Trépère, mais je ne sais plus où, ni quoi, ni comment. C'est marrant ça, hein? Ça va être au cours d'un de mes voyages à Paris, je ne sais plus quand. Parce qu'il m'est arrivé, après 1942, de venir parfois à Paris. Et l'image qu'on a de la résistance, maintenant, on a des organigrammes très précis, ça ne s'est pas passé comme ça. Par exemple, la direction nationale de l'Union de la jeunesse juive, c'était pas un groupe de 5 ou 10 personnes qui se réunissaient tous les... C'est pas du tout ça. C'était des dirigeants régionaux qui parfois se voyaient, mais jamais tous ensemble, ou qui se rencontraient, ou qui communiquaient avec des agents de liaison. Oui, c'était beaucoup... Il faut agir là selon les circonstances, en fonction des circonstances. Eh ouais. Enfin, j'ai aucun gré, ça m'a coûté cher. Encore aujourd'hui, j'ai pas... Quand on me dit t'es jeune, je veux bien. Mais, je leur dis, j'ai le poids d'Auschwitz. Et puis de la clandestinité, parce que dans toute guerre conventionnelle, le gars, il est au front, il est engagé, puis il a des permissions. Tandis que nous, t'es 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et il n'y avait pas de permission, on ne pouvait pas avoir de vacances. Je vois tous mes camarades disparaître autour de moi, parfois remplacés par des... je ne sais pas trop quoi. Je ne vois pas ce que ça peut leur donner, moi, de vouloir jouer les... Mais quoi? Bah, les petits chefs. Oui, non, c'est courant dans la politique, ils se précipitent tous, hein. Il faut tenir compte de l'histoire, de tout ce qui s'est passé au cours des siècles. Et les choses continuent, recommencent, on dirait qu'une boucle. Jusqu'à quand? D'où l'utilité de votre témoignage et de... Ouais. Merci. Très bien, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi.